Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux auditeurs de Radio Grand Ciel qui nous écoutent d'Eure-et-Loir. Temps d'attente interminable, mesures de régulation par le SAMU, fermeture totale ou partielle. De nombreux services d'urgence ont connu un nouvel été sous pression. Des difficultés dues au manque de personnel, comme ce fut le cas à Bordeaux, Toulouse, mais aussi en Mayenne, en Vendée, dans la Sarthe, à Carpentras ou encore à Sarlat. Les urgences d'une 50aine d'hôpitaux dans toute la France sont en tension, mais la situation est meilleure qu'en 2023. C'est ce qu'assurait le 20 août dernier Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé démissionnaire. Une tension persistante à laquelle s'ajoute le chiffre alarmant de 1500 postes d'internes en moins pour cette rentrée. À quelles tensions sont soumises les urgences de l'hôpital public ? Quelles sont les conséquences pour les patients, les soignants et pour notre société ? Quelles sont les pistes pour améliorer durablement le système de santé publique français ? Des questions que l'on aborde tout de suite avec nos invités. La crise des urgences relève d'une crise plus globale de la santé publique en France, un vaste sujet dont on parle depuis maintenant des années. On ne pourra pas être exhaustif. L'idée là, c'est de revenir avec nos invités sur l'été, de voir comment les choses ont été et sont encore vécues de l'intérieur. Et puis dans un deuxième temps, laisser nos invités nous donner leurs pistes, leurs solutions, alors que l'on vient d'ailleurs d'apprendre que le déficit public s'est encore creusé. Et pour réaliser ce beau programme, nous avons trois invités. Frédéric Pierru, bonjour. Donc Frédéric Pierru, sociologue, politiste, chercheur au CNRS, qui a publié de nombreux ouvrages sur les politiques de santé et l'hôpital. Parmi lesquels La casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public, coécrit avec Pierre-André Juven et Fanny Vincent. Avec nous également Caroline Brémaud, bonjour. Bonjour Tiffany. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de Laval, ex-chef de ce service. Vous avez été démis de vos fonctions et fondatrice du mouvement Les Gilets Blancs. Et avec nous en studio, bonjour Jérémy Burel. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint Force ouvrière au CHU de Nantes. Alors cet été, la situation dans les services d'urgence a fait la une des médias, on en a beaucoup parlé. Que s'est-il passé concrètement, Caroline Brémaud ? Nous, cet été, en fait, ça a été, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Valletoux, pire que l'année dernière. On a été contraints d'avoir des fonctionnements en fermeture-régulation. Il y a un débat sur la sémantique dans nos services d'urgence, dans tout le département. La nuit, mais aussi en journée, ce qui n'était pas le cas sur les années précédentes. Et on a atteint des scores assez inquiétants avec 22 nuits de régulation en juillet, 18 en août. Et ça continue sur septembre avec seulement 6 nuits en fonctionnement normal pour le mois de septembre sur les urgences de Laval. Et évidemment, oui. Ça ajoute à ça des déficits de médecins dans les équipages SMUR. On entend que les étés se suivent et se ressemblent à l'hôpital. Alors, des urgences fermées, partiellement fermées ou des temps d'attente rallongés, ça c'était déjà le cas les années précédentes, vous venez de le dire. Mais Jérémy Burel, pour que nos auditeurs d'Eure-et-Loir et de Loire-Atlantique comprennent bien, l'été 2024 a été comparable aux étés précédents, en tout cas à Nantes ou pas. Est-ce que vous avez constaté des retards de prise en charge ou des situations critiques cet été ? Alors, sur le CHU de Nantes, effectivement, on a constaté des situations critiques puisque nos collègues des urgences nous ont fait état de temps d'attente allant jusqu'à 70 heures pour certains patients. Alors pour bien comprendre, ça ne veut pas dire que ces patients n'ont pas été vus, c'est des temps d'attente aux urgences avant qu'ils soient déplacés dans un service adapté. Pour nous, c'est complètement inacceptable. Donc le ministre démissionnaire Valletoux dit effectivement que c'est mieux. Alors déjà, nous, on lui pose la question de savoir où c'est mieux parce que... par exemple, Cyril Venet, le secrétaire général du syndicat national des médecins hospitaliers FO, a démontré, il a été interviewé par des confrères à vous hier je crois, il prouvait que c'était absolument pas vrai et qui plus est, même si c'était mieux, est-ce que ça serait convenable pour autant ? Je crois qu'on ne peut pas se satisfaire de toute façon de la situation aux urgences de cette année et qu'on est largement en deçà de ce qu'on devrait proposer et c'est totalement pas acceptable.
70 heures d'attente, des situations que vous avez finalement gérées. Il y a eu des situations critiques, on a entendu des mots encore plus forts que ça. Il y a une guerre des chiffres effectivement sur les décès qui auraient eu lieu au CHU de Nantes en lien avec cette crise. On est sûr qu'il y a au moins eu... nous, on a le chiffre de 4 décès qui est avancé par nos collègues. Imputé directement par une mauvaise prise en charge des urgences ? Alors, je ne dirais pas que c'est une mauvaise prise en charge des urgences, parce qu'il faut quand même reconnaître que nos collègues font tout ce qu'ils peuvent aux urgences pour s'occuper des patients. Donc, ce n'est pas une mauvaise prise en charge, c'est juste que malheureusement, une fois que les patients ont été vus, comme il n'y a pas de lit, de ce qu'on appelle des lits d'aval, ils restent sur un brancard dans les couloirs des urgences en attendant qu'une place se libère. Et ces temps d'attente sont parfois délétères. Il y a une étude qui avait été publiée il y a 2 ans, je crois, qui prouvait que plus un temps d'attente était long pour des personnes de plus de 70 ans, plus ils avaient de risques de décéder. Même si, pour autant, quand ils sont arrivés, leur état n'était pas critique. Il y a un des décès qui est confirmé en file d'attente par la direction. Ce décès, il a eu lieu, c'était une femme de plus de 70 ans qui est restée plus de 10 heures aux urgences. Elle a été vue, je pense que lorsqu'elle est arrivée aux urgences, son état n'était pas extrêmement préoccupant. Elle attendait un lit, elle attendait une place dans un EHPAD ou dans une structure capable de l'accompagner, et malheureusement, il n'y a pas eu cette structure. Alors peut-être que cette patiente serait décédée. Ça, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le savoir. Nous, ce qu'on va dénoncer, c'est que décéder aux urgences, pour que les gens comprennent bien, quand on est aux urgences, on est seul, on n'a pas sa famille autour de soi. On est parfois sur un brancard dans un couloir, ce qui était le cas de cette patiente. C'est des conditions qui ne sont absolument pas acceptables. Oui, c'est des conditions dramatiques pour les patients. Exactement. Donc, et puis, on n'a pas l'aisance que lorsqu'on est dans une chambre, on n'a pas la même intimité. Nous, on passe régulièrement avec les camarades du syndicat aux urgences pour rencontrer les équipes. Ça nous arrive de voir vraiment beaucoup de gens sur des brancards avec des blouses d'hôpital. Enfin, il y a zéro intimité, quoi. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Donc, c'est pas acceptable de rester autant de temps aux urgences. Le risque de rupture d'accès aux soins, il est de plus en plus fort. C'est ce que vous constatez ? À l'hôpital, alors, d'une certaine manière, oui, mais il faut mettre en perspective la difficulté d'accès aux soins pour les médecins traitants, qui est de plus en plus compliquée. Donc, en plus, on a des patients qui arrivent parfois aux urgences dans des cas plus graves parce qu'ils n'ont pas vu de médecin depuis très longtemps. Donc, avec des durées d'hospitalisation qui vont augmenter. Et donc, de fait, il y a moins de lits disponibles pour les patients qui vont arriver aux urgences. C'est un peu... En fait... Le problème des urgences, c'est la conséquence de tout ce qui se passe dans les services hospitaliers en direct. Et oui, justement, je vous questionnerai justement Frédéric Pierru là-dessus, mais je voudrais juste revenir, Caroline, sur une question, Caroline Brémaud. Il y a eu des fermetures, je l'ai dit en introduction, au CHU de Bordeaux, ou en Mayenne, en Vendée, dans la Sarthe, à Carpentras, encore à Sarlat, des fermetures une partie de la journée, aussi à Laval, des régulations par le SAMU. Tout ça, avant, c'était exceptionnel. Est-ce que finalement, ça va devenir la norme ? Alors non, ça fait longtemps que c'est plus exceptionnel en fait. Souvent, il y a un focus sur l'été parce que les choses s'aggravent et que les vacances d'été durent plus longtemps. Mais à chaque vacances scolaires, il y a des problématiques énormes dans beaucoup de départements. Et nous, on était déjà en fermeture-régulation depuis novembre 2021. Avec une aggravation de l'accès aux soins un petit peu plus chaque année. Donc, on peut pas dire que c'est seulement lié à l'été. C'est juste que l'été, on focalise un peu plus l'attention, c'est le point d'orgue dessus. Ouais, c'est le point d'orgue. Disons que ça se cristallise encore plus l'été. Mais malheureusement, on est en train de s'y habituer. Malheureusement, on a régulièrement des effets d'annonce pour endormir la population et les gens quand la révolte sonne un peu trop fort. Et on l'a déjà vu en 2023 avec des vœux pour la santé par le président. Qui ont abouti au fait que les gens se sont dit faut attendre, il va mettre en place des choses, donc maintenant faut attendre. On a eu la mission Braun quelques années avant, on a eu des effets d'annonce de primes, de choses comme ça. Et puis heureusement, ça fait quand même un petit moment qu'on nous sort plus le Ségur de la santé, mais à une époque on nous le ressortait à toutes les sauces.
et c'était assez insupportable parce que ça a été un échec, ce Ségur de la santé, parce qu'il était insuffisant. Il a complètement mis à côté le médico-social, qui est quand même une partie importante et nécessaire du système de santé. Et puis on nous rabâchait les oreilles avec les infirmières de fin de carrière qui allaient toucher beaucoup d'argent, mais une infirmière de fin de carrière, ça n'existe plus. Les gens démissionnent avant. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des idiots et puis de manipuler la population dès que la révolte est trop proche et que on sent que les associations et de citoyens et de soignants et les syndicats commencent à s'unir et à porter tous la même parole dans la même direction. Alors, justement, je reviens pour les auditeurs qui nous rejoignent. Urgences fermées, partiellement fermées ou saturées. On parle de cette crise vécue cet été aux urgences, une crise révélatrice d'un phénomène plus global et de longue durée, avec nos 3 invités, Frédéric Pierru, Jérémy Burel et Caroline Brémaud. Frédéric Pierru, on ne vous a pas encore entendu, mais justement, on en parlait avec Jérémy Burel juste avant. Comment expliquer que les urgences, plus que d'autres services, soient si souvent en première ligne dans cette crise plus large ? On reviendra plus tard sur ce mot « crise » que vous écrivez entre guillemets, vous ne voulez pas utiliser ce mot, on y reviendra. D'abord, pourquoi on a commencé à en parler, mais pourquoi les difficultés qui ont été mises finalement en lumière avec la crise du Covid et les 41 propositions 41 propositions faites par le gouvernement, comment ça se fait que ça se cristallise dans les services d'urgence, Frédéric Pierru ? Je crois qu'on a une coupure de connexion avec Frédéric Pierru, je pense qu'il ne nous entend pas. Est-ce que vous nous entendez, Frédéric Pierru ? En direct de Brest, la connexion est mauvaise. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Caroline Brémaud ? On va attendre que Jérémy Burel est avec nous, que Frédéric Pierru nous rejoigne. Comment ça se fait que ça se cristallise là ? En fait, c'est assez facile à comprendre parce que les urgences, on est censé être ouvert 24 heures sur 24 et être disponible tout le temps. C'est-à-dire que quand la médecine de ville est dépassée, on envoie aux urgences. Quand les médecins traitants sont dépassés, ils envoient aux urgences. Quand les spécialistes sont dépassés, ils envoient aux urgences. Quand dans les étages, ils ont un patient qui est trop grave, ils le redescendent aux urgences. En fait, à chaque fois, la solution, c'est faites le 15. On l'a bien vu, dès qu'il y a une crise sanitaire, c'est faites le 15 et allez aux urgences. Oui, mais donc, autant en fait, le 15, justement, l'appel au SAMU, c'est une solution qui permettrait d'éviter l'engorgement des urgences, finalement. Alors, oui, mais il faut mettre les moyens. Et donc, qui est-ce qui répond au téléphone ? C'est un médecin urgentiste. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, il faut, en amont, travailler sur la médecine de ville et l'accès aux soins, avec aussi peut-être un changement de paradigme sur qui fait quoi en amont. On a vu qu'il y a des nouvelles professions qui sont apparues comme les IPA. Et puis, il y a en aval, qu'est-ce qu'on fait ? On a eu le virage ambulatoire. C'est merveilleux, le virage ambulatoire, quand on sait réinjecter l'argent qu'on économise pour prendre soin des personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge en ambulatoire. Et donc ça n'a pas été fait. En fait, il y a eu une période où on nous a demandé de faire des économies et donc le mode de pensée était purement et simplement économique avec une volonté de réduire les coûts. Et maintenant, on nous dit non, mais nous, on veut bien ouvrir des lits, mais on n'a plus de soignants pour s'en occuper. Donc c'est un peu hypocrite, c'est-à-dire que tout a été fait pour réduire les coûts et puis maintenant on nous dit on peut pas et ça fait des années qu'on nous dit qu'on peut pas. Depuis 2019 les urgentistes sont en grève non-stop et on est en 2024, en 5 ans on aurait eu le temps de former beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, beaucoup d'étudiants en médecine qui auraient presque fini. Et qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute 1 an d'études aux futurs médecins généralistes. Dans 2 ans, il y aura une année blanche, on ne sortira pas de nouveaux médecins généralistes parce qu'on a allongé leurs années d'études. Oui, on va revenir sur cette pénurie, justement. Frédéric Il y a 2 ans, on n'a pas sorti de médecins urgentistes parce qu'on a fait aussi un rallongement des études de médecine et donc tout ça, ça ne nous aide pas. Oui, Frédéric Pierru, vous nous rejoignez et on a eu un petit problème de connexion. On parlait justement de ces problématiques qui se cristallisent dans les services d'urgence, des causes qui ont déjà été mises en lumière depuis de nombreuses années et développées par le corps médical. Ils nous ont informés des problèmes en amont et des problèmes en aval. Mais la situation, elle est aussi très contrastée et hétérogène selon les territoires, Frédéric Pierru. Oui, en fait, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. En fait, effectivement, on peut pas. Alors, la tendance globale, c'est une crise des urgences, en tant que les urgences sont l'interface entre la médecine de ville et l'hôpital.
D'accord. Le vrai problème de notre système de santé, c'est la déliquescence de la médecine de ville, ambulatoire, de soins courants, si vous voulez, la démographie déclinante des médecins généralistes, qui par ailleurs diminuent leur temps de travail, ce qui aggrave encore le problème. Comme l'a dit Caroline, le problème de... Alors ça, c'est l'amont. Il y a le problème de l'aval de l'hôpital, c'est-à-dire que le médico-social est sous-médicalisé. Donc, quand une personne âgée a des problèmes de santé dans un EHPAD, eh ben, on l'envoie aux urgences. Là, c'est même plus de la déliquescence, c'est la destruction de la psychiatrie publique qui fait que vous avez beaucoup de malades en décompensation qui arrivent aux urgences. Mais j'aimerais insister. Alors, et donc, effectivement, il faut, je dirais, nuancer selon les territoires, mais la situation est dramatique. J'en parlais hier avec vous. J'ai déjeuné récemment avec François Braun, l'ancien ministre de la Santé. Oui. Qui a dit, donc on se parlait comme ça, vraiment honnêtement, il m'a dit on a 15 ans de crise devant nous, quoi. Voilà. Bon. Mais il y a une chose qui n'est jamais... 15 ans de crise qui font déjà, qui font suite à déjà des années de crise aussi. Donc lui, il parle encore de crise. Oui, c'est ça, il parle de crise. Vous avez eu bien raison de rappeler que pour moi, je ne parle pas de crise. Parce que des crises de 30 ans, ça n'existe pas. C'est une déliquescence, une déstructuration, une désorganisation de long terme de notre système de santé. Voilà. Ça, c'est un fait. Mais j'aimerais insister juste sur un petit point qu'on oublie. C'est que pendant le Covid, et c'est pour ça que les urgences souffrent encore plus cet été, c'est que pendant le Covid, on a demandé aux gens de rester chez eux, prendre du Doliprane et ce que vous voulez, mais on est en train de constater, c'est les chiffres de l'INSEE, les chiffres de l'INSEE 2024, que la mortalité et la morbidité en 2023 est supérieure à celle de 2020 et 2021. C'est-à-dire qu'il y a eu des retards de soins. Et donc ces gens, par exemple des gens qui ont des cancers, etc., sont en train d'arriver aux urgences. Il y a une affluence, une augmentation de l'affluence aux urgences. Et voilà, c'est ça. Et ça, on n'en parle pas assez, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'on ait fait un lockdown et qu'on ait concentré les hôpitaux sur la prise en charge du Covid fait que des gens qui avaient des maladies chroniques, qui avaient des cancers, et même des cancers débutants, pas dépistés, et bien ces gens sont en train d'affluer aux urgences, quoi. Oui, il y a une hausse de 13%, c'est ce qui a été, c'est les indicateurs, voilà. 13% en 10 ans. Ah, c'est l'INSEE. Non, mais là, c'est l'INSEE, c'est que faut comprendre qu'on a une surmortalité en 2023 et 2024 supérieure à celle de 2020 et 2021. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un hôpital qui est à l'os, dont les services d'urgence, je le sais parce que j'ai fait la préface du livre du collectif Interurgence, donc je connais bien cette problématique. En fait, c'est le point de fixation de tous les dysfonctionnements de l'amont et de l'aval de l'hôpital. Caroline Brémaud, vous vouliez intervenir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le propos de Frédéric. En fait, chaque été, quand on me donnait la parole, je disais aux journalistes non, appelez pas ça non plus une crise et une grande catastrophe, parce que ça sera pas la canicule, on va pas compter les morts par milliers,
Mais en fait, on va se rendre compte des années plus tard que la population est en moins bonne santé. Il va y avoir des morts, forcément, on en a eu à Nantes, on en a eu dans plein d'hôpitaux, mais en fait, c'est encore plus dramatique que ça parce que c'est sournois. Et en fait, on a des indicateurs comme l'espérance de vie en bonne santé qui diminue, on a l'augmentation de la mortalité infantile, et tout ça, ce sont des indicateurs qui sont moins spectaculaires que le nombre de morts en 2002 avec la canicule, mais qui sont tout aussi dramatiques. Pour revenir à vos collègues, Jérémy Burel au CHU de Nantes, mais même vous partagez peut-être avec d'autres responsables syndicaux, comment est-ce que vos collègues soignants vivent cette situation ? Peut-être vous pourrez dire aussi un mot, Caroline Brémaud, sur... on entend beaucoup parler d'épuisement professionnel, de départ. C'est quoi les conséquences finalement de cette situation ? Il y a beaucoup d'arrêts de travail, de départ. Combien au CHU de Nantes ? Depuis la crise Covid. Alors, juste pour revenir juste 5 minutes, en fait, pour nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est aujourd'hui devant les 40 années de casse des services publics et qu'aujourd'hui, en fait, on est face à ces 40 ans de politique qui ont fait que toujours déshabiller la santé, déshabiller les hôpitaux et fermer toujours plus de lits. Je donne un chiffre parce qu'il est intéressant, je crois, en 20 ans, il y a eu 80 000 lits fermés. D'aval. C'est-à-dire que c'est autant de lits en moins pour des patients, comme le disait Monsieur Pierru, excusez-moi si j'écorche son nom, Pierru, c'est ça. qui n'ont pas de lit aujourd'hui pour des maladies qui peuvent être débutantes, pour des maladies chroniques où on a besoin parfois d'hospitalisation. Concernant les collègues, en fait, que ça soit aux urgences, mais partout ailleurs, on a cité la psychiatrie, on a cité le médico-social aussi, on est en lien avec les camarades de Mindin, qui est un établissement médico-social qui accueille des patients handicapés, des résidents handicapés. Tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là de la santé au sens large, ils sont aujourd'hui complètement dépités, complètement désabusés. Effectivement, en 2020, il y a eu la crise Covid, où on nous a fait des belles promesses, où on nous a dit non, en fait, effectivement... peut-être que le virage ambulatoire, c'était pas ça. Peut-être que ceci. Il y a eu le Ségur qui a permis une revalorisation des salaires des hospitaliers, pardon. Mais il faut savoir que déjà, les médico-sociaux ont été un peu oubliés de ce virage-là. Il a fallu se combattre pour qu'ils l'obtiennent. Et donc les collègues aujourd'hui ils sont complètement désabusés puisqu'ils étaient déjà un peu désabusés avant la crise Covid. Ils se sont retroussés les manches parce qu'il fallait le faire et là aujourd'hui ils se rendent compte qu'en fait tout ça c'était des vaines paroles et qu'on continue la politique de démantèlement de l'hôpital public et de casse du système de santé. Donc aujourd'hui ils sont résignés. Sur le CHU de Nantes on a à peu près un taux d'absentéisme qui est aux alentours de 10%. Ce qui est énorme dans cet absentéisme. Alors bien sûr, il y a des congés maternité, il y a ce genre de choses qui sont des bonnes choses, hein. Mais il y a aussi beaucoup de soignants qui sont effectivement en épuisement professionnel. Juste avant l'été, sur le CHU de Nantes, il y avait un préavis de grève qui courait pour un service de neurotraumatologie. C'est un service donc, du coup, qui accueille des patients cérébro-lésés suite à des accidents de la route, par exemple. Les collègues ont déposé un préavis de grève parce qu'ils n'en pouvaient plus. Parce qu'en fait, la typologie de patients qu'ils accueillaient ne correspondait plus aux soins qu'ils pouvaient apporter et ils étaient complètement épuisés, etc. Les premières alertes à notre direction ont eu lieu aux alentours de janvier. Et quand on a déposé le préavis, en fait, quand un service dépose un préavis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent la dernière arme, c'est souvent le dernier cri du cœur. Ils sont souvent très éreintés, ils déposent un préavis pour demander du monde. Ils ne réclament pas des augmentations de salaire, ils réclament du monde, du personnel pour pouvoir traiter les patients correctement, pour pouvoir faire leur travail correctement et ne pas mettre leur diplôme en jeu. Parce qu'aujourd'hui, on a des collègues qui nous disent « j'ai peur pour mon diplôme parce que si je fais quelque chose de grave, il peut y avoir des conséquences parce qu'on est épuisé, parce que l'institution ne nous donne pas les moyens de faire. » Et donc, dans ce service de neurotraumatologie, suite à ce préavis de grève, au bout d'un moment, voyant n'étant pas entendu, il y a eu une cascade d'arrêts, ce qui a conduit à la fermeture de la quasi-totalité du service. Et donc, il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de lits qui ont été fermés, et c'est inacceptable, en fait, dans un bassin de population comme Nantes. Et dans tous les bassins de population, d'ailleurs, mais c'est complètement inacceptable, en fait, d'avoir des fermetures parce qu'en fait, on ne répond pas aux besoins des hospitaliers. Et cette crise des vocations, on y reviendra. Caroline Brémaud, à Laval, comment vont les médecins ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail ou de départ ?
Alors, les médecins, comme les Et le corps, infirmiers et oui, les je dis les aides-soignants. médecins, mais je voulais dire le corps Mais en fait, médical. oui, le corps médical, paramédical, tous les collègues, parce que c'est vraiment une équipe, l'hôpital, c'est important. Et puis en ville Complètement. aussi, c'est du travail d'équipe. On est une grosse équipe, tous ensemble, et ça, c'est vraiment important de le signaler. Les gens vont mal, il y en a beaucoup qui pensent déjà à faire valoir leurs droits, à arrêter de travailler la nuit, parce qu'ils ont l'âge. Donc, il y en a plusieurs là qui me l'ont dit. Ils m'ont dit non, mais moi, je vais pas finir mes dernières années comme ça. Donc, déjà, je vais faire valoir mon droit. J'arrêterai de faire des nuits. Il y en a qui diminuent leur temps de travail. Et puis, on a certains qui pensent à anticiper leur départ à la retraite. Il y en a, moi, j'ai un jeune collègue avec qui j'ai fait mon internat qui se forme à la neurologie et qui va partir. Il nous quitte. Il y a quelques mois, j'ai un collègue qui est parti faire de la médecine de cure thermale. J'en ai un autre qui y pense, il se forme. Donc, c'est assez dramatique. Et puis, pour les paramédicaux, en fait, on les oblige à travailler dans des conditions qui sont indignes. Je le dis souvent, mais le meilleur médicament, c'est l'humain. On manque d'humanité dans le soin, ce qui aboutit à une perte de sens. Et je suis revenue de mes vacances et j'ai vu un aide-soignant de mon service. C'était un rayon de soleil dans le service et il m'a dit j'en peux plus, en fait. Et il m'a dit, tu devrais arrêter de te battre, Caro, parce que ça sert à rien et tu vas te fatiguer. Et il me dit, je voudrais pas que tu t'épuises. Ouais. Et il avait perdu tout espoir. Et ça m'a fondu le cœur. Parce que lui vraiment, c'était un rayon de soleil pour les collègues et pour les patients. Jérémy Burel voulait intervenir rapidement avant qu'on conclue cette première partie. Pour les paramédicaux et notamment les infirmiers et les infirmières, il y a de plus en plus, je crois que le diplôme d'infirmier, c'est un diplôme qui s'obtient en 3 ans. Et je crois que la durée de vie d'un infirmier ou d'une infirmière, si je peux parler ainsi, à l'hôpital, c'est aux alentours de 5 ans, je crois, 5-6 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans de pratique, on fait un diplôme, on travaille pour avoir un diplôme, et au bout de 6 ans, on quitte parfois le métier. On a des collègues nous qui nous disent je vais aller travailler chez Sodebo ou chez Airbus parce que je ne travaillerai pas les week-ends, parce que j'aurai un salaire, j'aurai une prime de 13e mois ou 14e mois, etc. J'aurai un planning fixe, j'aurai une vie de famille. C'est pas entendable en fait, parce que quand on est dans le soin, on n'arrive pas par hasard en fait. C'est une vocation. C'est une vocation et il faut la respecter, il faut la rémunérer correctement et mettre en place des choses aussi pour que les collègues aient ce qu'il faut. Et juste pour terminer, dans les écoles d'infirmiers, je crois qu'il y a à peu près 30% d'abandon aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a un manque déjà de paramédicaux, comme pour les médecins d'ailleurs, hein. Il y a un manque aujourd'hui, et en plus, on n'est pas en train de former suffisamment de gens, mais parce que les étudiants, ils sont formés à l'hôpital, donc quand ils arrivent dans les services et qu'ils voient les collègues qui ont 10 ans d'ancienneté, qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, ils partent en courant, mais c'est normal. Enfin, on ne peut pas leur en vouloir. Et on va poursuivre notre échange dans quelques minutes après ces propos plutôt pessimistes mais réalistes. On se demandera justement quelles sont les pistes pour améliorer durablement le système de santé publique. Avant ça, il y aura notre Instant F, un instant pour mieux vous connaître tous les trois. Mais tout de suite, une pause musicale et on écoute Julien Clerc. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude, par hasard, j'aime sa solitude.
Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. À moi, ma préférence, à moi. Ma préférence, à moi. Ma préférence, à moi. Ma préférence, c'était Julien Clerc. Le rendez-vous fidélité est aujourd'hui consacré à la crise des urgences hospitalières que nous avons connue cet été, que nous connaissons déjà depuis de nombreux étés, qui est le reflet d'une crise plus profonde de l'hôpital public. Nous sommes avec Frédéric Pierru, sociologue politiste, chercheur au CNRS, Caroline Brémaud, médecin urgentiste au CH de Laval, et Jérémy Beurel, secrétaire général adjoint Force ouvrière au CHU de Nantes. Et avant de revenir à notre sujet, tout de suite, c'est l'Instant F, un temps pour poser quelques questions plus personnelles à nos invités. L'Instant F. Je vous propose un petit questionnaire, en un mot. Vous répondez chacun votre tour. Dans cette vie de chercheur, de médecin, de soignant, est-ce qu'on a le temps pour, au fond, des activités personnelles ? C'est peut-être une question. Si oui, quelle est cette activité qui vous détend le plus, qui vous permet de, entre guillemets, décharger, Jérémy Beurel ? Alors moi, ça va être de prendre un bon roman d'heroic fantasy et de la musique et de me laisser évader dans un autre monde. Heroic fantasy. Alors oui. Vous avez un titre ? Je vais faire dans le très classique, Le Seigneur des Anneaux, qui est le plus connu. Voilà. Caroline Brémaud, quelle est cette activité qui vous permet de décharger ? Si vous avez le temps d'en avoir une. Oui, j'en ai beaucoup. J'écris et puis je fais du sport, notamment de l'escalade. Vous écrivez, c'est-à-dire vous écrivez des romans ? J'écris. Comme ça vient. Ouais, comme ça vient, ce que j'ai sur le cœur. Et en même temps une activité physique. Oui, aussi. Frédéric Pierru. Alors moi, j'ai une passion pour la musique. Donc, mais pour l'harmonie musicale. Et donc, je suis guitariste de jazz et de blues à mes heures. Oh, excellent. Vous avez tous les trois, vous avez des passions très diverses. Dans votre profession, chacun a la valeur qui vous guide au quotidien. Jérémy Beurel. Je pense que c'est, on va dire une certaine justice et une certaine égalité que si je suis aujourd'hui investi dans le syndicat Force ouvrière, c'est justement pour ça qui mène pour que tous nos concitoyens aient accès, on en parlait en off, aux soins, pour que nos collègues travaillent dans de bonnes conditions. C'est moteur en fait. Et puis j'ai la chance d'être papa et c'est aussi de laisser quelque chose garder ce bien commun, ce bien qu'on a de la santé en fait correctement et plus largement notre sécurité sociale au sens large. Voilà. Caroline Brémaud, la valeur qui vous guide. C'est assez facile, moi c'est l'humanité. C'est mettre de l'humanité dans le soin, apporter de la douceur aux gens dans une période où ils sont en détresse, aux patients, à sa famille, et puis essayer d'apaiser avec ma petite contribution la souffrance physique et émotionnelle qu'ils peuvent ressentir. Et parce qu'un corps, c'est un tout. Il n'y a pas que... il y a aussi effectivement l'esprit, prendre soin de l'esprit, un esprit sain dans un corps sain, les deux.
Et vous, Frédéric Pierru, la valeur qui vous guide Je vais rejoindre les deux autres nos deux amis. Je me souviens d'avoir tourné en 2016 un film. J'étais beaucoup plus jeune. Ça c'est un scoop. Frédéric Pierru a tourné dans un film. Oui, de Gilles Perret, qui s'appelait La Sociale. La Sociale. En 2 mots. Sur l'histoire de la sécurité sociale, Ambroise Croizat, etc., et qui a été un grand succès de cinéma. Et moi, ma vocation de chercheur, en tout cas telle que je la définis, c'est de défendre contre les attaques terribles dont il est l'objet, l'État social, les services publics, la sécurité sociale. Voilà. Ce qui fait que la vie des gens est sécurisée. J'ai pas peur d'être malade. Voilà. C'est ça. On est d'accord. Vous rejoignez, Jérémy Berel vous rejoint. Votre talent caché, ça peut être plus personnel, là, un talent. Alors peut-être que ça va rejoindre un peu vos activités, je ne sais pas, mais... Je sais, sans prétention aucune, je dirais... non, mais là, on laisse tomber, on n'est pas... Je dirais l'écriture, parce que j'écris aussi un petit peu à mes heures perdues, et donc effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien pratiquer, que ce soit autant pour les missions syndicales, mais aussi dans l'ordre privé. Caroline Brémaud, votre talent caché? Il paraît que je suis douée avec les enfants et pour établir un contact, et aussi avec les personnes en situation de handicap. J'arrive à créer une connexion très facilement. Je me sens bien avec les enfants, les personnes en situation de handicap mental. Et souvent, les prises en charge se passent très bien parce que on s'entend bien et on rigole, et ça se termine souvent par un câlin. Un très joli talent. Frédéric Pierru, quel est votre talent caché ou pas? Vraiment, il faut qu'on se rencontre aussi avec Jérémy. Moi, c'est la littérature, en fait. Voilà. Et, je suis en train d'écrire un roman, donc voilà. Mais autobiographique, socio-autobiographique, parce que j'ai été formé par Pierre Bourdieu. Ah donc, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, un nom bien connu. Ça, c'est mon talent caché. Voilà. Et à l'inverse, votre talon d'Achille, est-ce que vous avez conscience que vous avez un talon d'Achille et que quelque part, parfois, il y a des choses qu'il faut améliorer? On peut changer l'ordre, Frédéric Pierru, par exemple. Hop, allez, là, c'est vous qui commencez. Moi, je m'énerve trop vite. Vous voyez, par exemple, quand je vois 3 ministres de la Santé successifs, revenons sur le sujet. Mais vous avez raison, on peut revenir sur le sujet. Revenons sur le sujet. Olivier Véran, qui va faire de la médecine esthétique, alors qu'il est neurologue. Je connais bien ces gens. Hein. Donc, qui va faire de la médecine esthétique dans le 16e arrondissement, alors qu'il est neurologue au CH de Grenoble. D'accord ? Bon. Buzyn. Madame Agnès Buzyn, qui est partie, je ne sais plus où, mais certainement plus à l'hôpital Necker, ou alors qu'elle serait indispensable. Voilà. Et François Braun qui rejoint Capgemini, ça m'indigne. Voilà, mon talent, Votre talon d'Achille, c'est la colère. Mon talon d'Achille, c'est une forme de colère, c'est-à-dire qu'on manque de gens à l'hôpital, et des ministres qui viennent nous faire la leçon, fuient l'hôpital. Caroline Brémaud, ça vous énerve. Et Caroline Brémaud qui ne fuit pas l'hôpital, qui y est encore. Non. C'est quoi votre talon d'Achille? Moi, je suis bordélique. Ça ferait rire tout le monde si je le disais pas. Donc, voilà, j'assume. Rien n'est grave et il y a toujours mieux à faire que ranger. Donc... D'accord. Voilà. Et vous, Jérémy Berel? Décidément, ouais, ça va être une certaine émotivité des fois de certaines situations qui peuvent effectivement pas me faire perdre mes moyens, mais effectivement me laisser parler par l'émotion plutôt que par la raison. Et oui, c'est un peu ça aussi, ouais, pareil, quand certaines situations, voilà. Merci pour ces petites confidences. Allez, on est dans la dernière partie de notre émission avec nos 3 invités, Jérémy Berel, Caroline Brémaud et Frédéric Pierru.
Et on en parlait même pendant cet instant F. La crise des urgences et de l'hôpital public, c'est pas un phénomène nouveau, un vaste sujet dont on parle depuis des années, mais que les réformes successives et propositions ne semblent pas résoudre durablement. Jérémy Beuret, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint Force ouvrière au CHU de Nantes. Dans ce contexte, en novembre cette année, il y aura 1510 postes ouverts en moins dans les hôpitaux pour la nouvelle promotion d'interne en médecine. Vous nous le rappeliez, Caroline Brémaud, en début d'émission. Eh bien, le gouvernement justifie cette baisse par la diminution du nombre de candidats au concours, quand d'autres parlent de fronde des internes. Vous, qui êtes sur le terrain, peut-être que Caroline Brémaud pourra nous le dire aussi, comment est-ce que vous l'expliquez ? Je vais revenir, je vais recogner sur peut-être facile, mais c'est aujourd'hui, alors, on peut essayer de savoir si c'est de la faute des internes ou je pense que c'est des résultats politiques. On juge les résultats sur les faits. Alors, on a été reçu par l'ARS le 22 août, par l'ARS et le préfet au titre de FO au niveau de la région, où on nous disait, oui, mais on essaye de mettre des choses, certes, mais nous, en tant que syndicat FO, là où on va juger, c'est sur les résultats. Le résultat des politiques aujourd'hui, il est que en novembre, on a 1500 internes en moins. Mmh. Voilà. Donc pour vous, c'est une fronde, en fait. C'est surtout un échec des politiques, de la politique qui a été menée depuis 40 ans et puis accentuée sous l'ère Macron, parce que Macron, ça fait quand même aujourd'hui 7 ans qu'il est au pouvoir, et puis il y a eu le Covid, il y a eu tout un tas de choses, il n'y a rien qu'à changer, et le résultat, c'est 1500 internes en moins. Caroline Brémaud, c'est des futurs médecins qui ne veulent pas être médecins, qui ont boudé l'examen, qui ne veulent plus... Oui, en fait, ils ne sont pas contents de la réforme, oui. Et donc ils trouvent que ça ne correspond pas à leurs besoins, donc ils préfèrent redoubler. Mais nous, on le savait avant, ça fait des mois on avait tablé sur à peu près 900, et puis finalement, ils sont 1500. Mais ça fait des mois et des mois, quand on parle aux étudiants, qui nous disent qu'ils vont certainement redoubler. Ouais. Donc ce n'est pas une surprise du tout. Alors, cette pénurie de vocation, on l'a dit, elle révèle une crise plus profonde. Mais vous, Frédéric Pierru, vous parlez d'une déliquescence. Et j'aimerais reprendre les propos de Stéphane Vielmas, représentant syndical et infirmier au CHU de Brest, qui dit que les urgences sont juste le reflet et l'entonnoir du problème de la santé en France. On le disait tout à l'heure, les urgences qui débordent, les services psychiatriques qui sont saturés, ça on est d'accord. 6 mois pour un rendez-vous ORL, il n'y a plus de pédiatres, plus de gynécologues, des pénuries de généralistes également. C'est tout le système qu'il faut revoir. Frédéric Pierru, qu'est-ce que vous proposeriez justement pour qu'on ne se retrouve pas devant ces candidats en moins qui vont faire qu'on va se retrouver sans médecin? Bon, on va relativiser avec les candidats en moins, parce que là, il y a une fake news gouvernementale, c'est que les facs de médecine sont pleines. D'accord ? Sauf que dès lors qu'on a organisé un numerus clausus depuis les années 70 et qu'on l'a resserré, il n'y a plus de gens pour les former dans les hôpitaux. C'est ça le drame, en fait. Donc c'est pas qu'il y a moins de vocation de médecins, il y a toujours autant de médecins, de gens. Les facs de médecine sont pleines. D'accord ? J'entendais par ailleurs tout à l'heure le terme de vocation. Ouais, mais une vocation, parce que j'ai entendu ça en tant que chercheur, CNRS, ça s'honore aussi. Voilà, ça s'honore matériellement, ça, voilà. Bon, mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on vit dans le faux semblant. Dans les politiques de santé. On dit, on a relevé le numerus clausus. Mais si vous n'avez plus de médecins dans les hôpitaux pour les former, qu'est-ce que vous faites? Donc il y a un numerus apertus, on dit ça, mais un numérus caché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gens pour les former. Donc, et je pense que les gouvernements n'ont pas renoncé à faire maigrir l'hôpital public, alors que la médecine de ville est complètement désorganisée, complètement défaillante. Voilà. Il n'y a plus effectivement assez de médecins généralistes, il n'y a plus qui baissent leur temps de travail, des spécialistes qui commencent à... Donc selon vous, tout part de la formation, quand vous dites on manque de finalement... Non, c'est pas que tout part de la formation, c'est-à-dire que c'est pour ça que je réfute l'idée de crise.
Ouais. C'est-à-dire que une fois que vous avez organisé la pénurie, et que, par exemple, vous fermez le numerus clausus dans les années 80 et 90, Ouais. et que vous n'avez plus assez de médecins ou d'internes pour former les nouveaux venus, et ben forcément, vous arrivez à ce que disait Jérémy, c'est-à-dire que on va diminuer, je ne sais plus quel est le chiffre, mais 1700 internes. Petite information que vos auditeurs ignorent, parce que moi je suis un maniaque des chiffres. Donc je vais voir dans le PLFSS, projet de loi de financement de la Sécu, PLF, etc. Dans le PLF, pour le Ségur de la santé, c'est moins 1,2 milliard d'euros. Une réaction, Jérémy? Oui, ça illustre totalement ce que je dis et ce que nous on martèle, c'est que je vais revenir. Tout ça aujourd'hui, si on est aujourd'hui face à des décès aux urgences, si aujourd'hui on a des pertes de chance, c'est le résultat de politiques publiques. Sauf qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est un chiffre, nous, qui nous fait bondir. L'année dernière, Macron a trouvé 413 milliards d'euros pour la guerre. Comme quoi l'argent, en fait, il y en a. C'est des choix politiques aujourd'hui. On a un gouvernement qui préfère investir massivement dans la guerre plutôt que dans sa santé. Et vous êtes d'accord avec Frédéric Pierru, il n'y a pas de problème de vocation. L'envie de devenir médecin, elle est toujours là. Oui, mais le dégoût, il arrive après. Parce que je pense que tous les, effectivement. Donc il y a plein d'étudiants, ils sont tous là, mais. Alors, au niveau des paramédicaux, il y a plein d'étudiants. Il faut quand même aussi parler de Parcoursup, qui a extrêmement, vidé les écoles d'infirmiers. C'est encore plus compliqué, je crois que, et puis en plus, c'est pas toujours les bons candidats qui arrivent, les bons candidats, si tant est qu'il y en ait. Je sais que Parcoursup a fait du mal pour les écoles d'infirmiers et d'infirmières. Donc c'est des choix politiques, tout est lié en fait. Nous on peut pas ne pas tout lier en fait. Et concrètement, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement pour redonner de l'attractivité au métier? Si les potentiels médecins sont là, mais que le problème est l'attractivité et de pouvoir garder ces médecins à l'hôpital public, parce que mais vous dites aussi qu'il manque des médecins généralistes, donc pas qu'à l'hôpital public. Frédéric a parlé du PLFSS. Nous on a quelque chose qu'on dénonce tout le temps, qui a été instauré en 95 par Juppé. J'étais pas vieux, mais bon, on me l'a rappelé. C'est l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cet ONDAM, tous les ans, c'est une enveloppe constante ou réduite. Donc on demande en fait, ce qu'on demande aujourd'hui à tous les professionnels de la santé et au sens très large, c'est de faire toujours plus avec moins. Il ne suffit pas d'être un mathématicien extrêmement pointu pour savoir qu'à un moment donné, ça va bloquer. Et ça, c'est depuis 95, donc ça fait quasiment 30 ans même au-delà de ça, qu'on rabote les budgets des hôpitaux et de la santé. Donc quand on martèle qu'on est aujourd'hui devant les 40 ans de mesures gouvernementales qui ont explosé nos hôpitaux, on n'a pas peur de le dire et on le répétera. Il faut mettre à un moment les responsables devant leurs responsabilités. Frédéric Pierru, il y a aussi, on peut le dire, un changement sociétal quand même. Les médecins ils ne veulent pas plus forcément travailler comme avant. On se souvient, on avait des médecins de famille et on n'accepte plus forcément de donner toute sa vie à son travail. On souhaite pouvoir aussi s'occuper de ses enfants, avoir un travail équilibré, une vie de famille équilibrée. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas été pris en compte? Est-ce qu'il faut de nouveau est-ce qu'il faudrait le prendre en compte et se dire que du coup, on a besoin d'autant plus de personnel soignant? Alors, si on prend un peu de recul, en fait, on est pris dans un étau. C'est-à-dire que la demande de soins, j'aime pas trop ce mot, mais demande de soins, est révolutionnée par le vieillissement de la population, la montée des maladies chroniques, etc., qui nécessite de revoir complètement l'organisation de notre système de santé qui était en fait au fond organisé autour des maladies aiguës bénignes qui étaient prises en charge par le médecin de famille, et puis les maladies aiguës graves qui étaient prises par l'hôpital, prises en charge par l'hôpital. Oui. Bon, ça, l'organisation de notre système de santé est obsolète.
C'est-à-dire qu'il faut évoluer sur ce... Est-ce que c'est ce que vous appelez aussi l'hospitalocentrisme, le fait de vouloir tout... Oui, mais alors c'est effectivement notre système de santé s'est construit autour de l'hôpital. Je rappelle quand même qu'il y a encore 30 ans, l'hôpital français était une référence mondiale. Eh oui. Moi, j'ai des amis chirurgiens, chefs de service à la PHP, j'enseigne à la PHP, alors je peux vous le dire, et que c'était à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Hein. Bon, et ça drainait des centaines, des milliers de médecins étrangers. C'était l'excellence française. Il faut quand même ça, il faut mesurer ça. Je trouve que le déclin est là, quoi. Moi, j'ai un ami qui était un ancien chef de service de chirurgie ortho dans un grand hôpital parisien. Il m'a dit, là, je l'ai vu, en fait, la déliquescence de l'hôpital public français. Voilà. Mais pour répondre à votre question, ce qu'il faut, et c'est pour ça que j'ai excusez-moi, gueulé contre le Ségur. Oui, les gens doivent être mieux payés, ça c'est clair. Mais les conditions de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour un soignant que d'avoir le sentiment de mal faire son boulot. Voilà. Et ça, c'est terrible. Donc, quand vous avez des hôpitaux, moi je visite des hôpitaux... Non mais c'est terrible en fait. À Paris, c'est particulièrement terrible. Voilà. Mais voilà, les peintures qui s'écaillent, les tuyaux, les tuyauteries apparentes. Et puis surtout le temps du soin. Le temps du soin. Voilà. C'est-à-dire que le soin, c'est pas qu'un acte technique. Voilà. Et moi, j'enseigne dans des instituts de formation de cadres de santé comme ça, à Paris, à la PHP, etc. Et le constat est général. C'est-à-dire que les infirmières en ont ras-le-bol de faire du sale boulot. Voilà. Et en plus d'être mal payé et pas reconnu pour ça. Donc il y a à la fois le salaire, les conditions de travail. Jérémy Burel, vous voulez... En fait, c'est lié. C'est qu'aujourd'hui, si on veut avoir des bonnes conditions de travail, il faut du personnel qui va venir parce que les infirmiers ne peuvent pas avoir autant de week-ends qu'elles devraient avoir, etc. Donc il faut des personnels pour qu'on puisse avoir des plannings tenables. Pour attirer du personnel, il faut des salaires attractifs. Et pour ouvrir des lits, il faut du personnel. Donc tout est lié en fait. Nous, on n'oppose pas les choses. Il faut aujourd'hui dégeler ce fameux point d'indice parce que les primes, on n'en veut pas. Les primes, ça compte pas pour la retraite, etc. Donc on veut du salaire en plus. Et on veut du coup attirer du personnel pour pouvoir réouvrir tous les lits qui ont été fermés et pour pouvoir permettre à nos collègues de travailler dans des conditions de travail acceptables. Juste en un mot, à l'hôpital, il n'y a pas que des soignants. Et aujourd'hui, c'est à toutes les strates de l'hôpital, que ça soit sur la filière logistique, administrative ou soignante, ça craque. Tout le monde craque, même dans l'administratif. Tout le monde craque. Caroline et Brémaud, il faut des administratifs pour recruter. Bien sûr. Voilà, je tiens à le dire. Ils sont en soutien et c'est un travail. Voilà, un hôpital, ça ne tournerait pas sans les administratifs, sans la logistique, c'est important de le dire. Caroline Brémaud, on vous a perdu quelques instants. Vous êtes de nouveau avec nous. Oui. On parlait de comment améliorer les conditions de travail. Il n'y a pas que le salaire. Non, il n'y a pas que le salaire, mais en fait, il y a un point fondamental avant de lister toutes les choses. Je pense qu'il faut juste une volonté, une vraie volonté honnête et sincère de sauver le système de santé. Et pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça ne sert à rien de nous demander ce qu'il faut faire. Parce que de toute façon, on ne nous écoute pas parce que ça ne les intéresse pas. Oui, si je vous pose des questions sur en amont, comment améliorer la coordination avec la santé de ville, comment en aval, vous dites que non, tant qu'il n'y a pas de ligne politique claire. Oui, il faut une ligne politique claire avec un calendrier sur les 10-15 prochaines années en disant, voilà,
avec les statistiques qu'on est capable de faire, ça va être compliqué pendant encore tant d'années. Donc, à un moment donné, il va falloir apprendre à soigner les gens autrement. Donc, on va s'organiser de telle façon. On met telle chose en place. Ça portera ses fruits dans tant d'années. En attendant, on va fonctionner comme ça. Et puis, à tant d'années, on fera ça. À tant d'années, ceci, cela. On met tant d'argent pour mettre des locaux. Parce que là, j'ai récupéré le signal. J'entendais Frédéric qui parlait de la peinture qui s'écaille. Nous, on a l'HAS qui est venu. L'HAS est venu à l'hôpital de Laval il y a 2 ans. Ils nous ont regardés, ils nous ont dit vous avez été punis, on vous a oublié, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, les conditions de travail pour tous les hôpitaux, voilà, il n'y a pas de fenêtre, on ne voit pas la lumière naturelle, il n'y a pas de salle de pause, mais comment on fait faire pipi derrière des paravents aux patients. Donc déjà, il faut un projet architectural énorme. Mais donc pour ça, il faut de l'argent. Et puis après, c'est instaurer un cercle vertueux. Et pour ça, il faut une vraie volonté honnête et sincère de sauver le système de santé. Et elle n'existe pas. Et c'est intéressant parce que Frédéric Pierru, et on terminera un petit peu sur ces mots, mais dans votre livre « La case du siècle », toujours, vous écrivez « Tout système de santé est une construction sociopolitique au long cours qui présente de sérieuses tendances à l'inertie. Transformer un système de santé demande du temps, de la détermination et une ligne politique. » Alors aujourd'hui, on vient d'apprendre que le déficit public s'est encore creusé. Comment vous voyez la suite, Frédéric Pierru? Quelle ligne politique? Et là, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que la rationalité ou la logique budgétaire fait que on est dans le court-termisme et que la santé, c'est du long terme. Voilà. Et donc, entre Bercy et le ministère de la Santé, il y a un conflit qui n'est pas qu'un conflit de... moi, je suis le gardien des finances publiques et puis moi, je suis les demandes de soins. C'est qu'il va falloir choisir entre ça, quoi. Ouais. Voilà. Il faut effectivement investir massivement dans le système de santé, mais pas tel quel. Et je tiens à insister là-dessus, c'est-à-dire revoir l'organisation du travail entre la ville, l'hôpital, la psychiatrie, le médico-social. Une réforme globale et structurelle. Exactement. Il nous faut une grande révolution comme celle qui a été portée en 58 par le père de Bray. Et je vais devoir malheureusement vous couper. Il faudrait plus que 57 minutes pour en parler. Merci à tous les trois pour votre participation. Merci pour vos éclairages sur cette crise des urgences révélatrice d'un malaise profond. Merci à tous les trois.